En visitant l'exposition, ce qui m'a frappé, c'est la richesse et la variété de ce qui s'est passé dans cette longue 68, les 12 mois qui durent peut-être une quinzaine d'années. Et ce qui me frappe, c'est ce qu'il donne, enfin c'est ce qu'on voyait là, c'est une preuve de l'existence de plusieurs 68. Some of them are long, some of them short. Certains de ces phénomènes sont plus longs, d'autres sont courts, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a un programme commun à tous ces mouvements des années 68. Du mouvement moderne, to unseat the establishment, mettre fin aux mandrinas et aux architectes, aux nœuds de papillon. But if that was a common agenda, mais là, s'il s'agit d'un objectif commun, comment allait-on l'atteindre? Et pour lancer la discussion au sujet de la façon d'atteindre cet objectif dans le contexte de la formation, et ce qui était particulier à nos institutions et nos cultures nationales. Première question, ils étaient qui, ces étudiants d'architecture? J'ai l'impression qu'il faut voir une chronologie différente pour les générations différentes. Quels sont les liens entre les Américains radicalisés des années 60, ou là où il y avait le mouvement des droits de l'homme et la guerre au Vietnam? Qu'est-ce qui les relie aux Italiens dont on a entendu parler avec leur mouvement et violence des années 70? Qu'est-ce que cela veut dire d'être politisé? Pour les Français, il s'agit peut-être de faire partie d'un groupuscule de gauche. C'était une vision utopique technocrate dépourvue de toute idéologie. Que veut dire la politisation dans ce contexte? Si l'on parle de la radicalisation, d'une politisation radicale, est-ce que c'était contre l'université ou au sein de l'université? Quel était l'objectif de cette politisation, de cette radicalisation? La première question. Seconde question. Où s'est passé cet enseignement architectural? Est-ce que c'était dans des écoles des beaux-arts, comme à Paris, with all the avec toutes les complexités qui consistaient à refuser d'aborder les aspects non formels de l'architecture, d'aborder les problèmes d'ordre intellectuel ou politique de l'architecture. Si l'on parle de ces écoles des beaux-arts, quelle était la façon de mener des recherches? Est-ce que les recherches se faisaient sans enquête, telles qu'on a vu ce matin dans le contexte de l'Université de Pennsylvanie? Dans ces universités techniques, die Technische Hochschulen in Deutschland, une formation technique, peut-être avec moins de culture architecturale et moins de culture politique que dans les écoles comme les Beaux-Arts. Or was architectural education conducted as in the Anglophone? Est-ce que la formation des architectes se faisait dans la tradition anglophone, c'est-à-dire dans les universités qui avaient pour une grande partie adopté des réformes au cours des années 50? Il y avait de plus en plus d'inscriptions. En 58, il y avait la conférence d'Oxford qui a vraiment changé l'orientation de la formation des architectes. Vous vous souvenez peut-être du livre de Clark Kerr, Les utilisations de l'université, qui avait en quelque sorte déjà annoncé ou anticipé ces réformes réclamées par les étudiants en France et ailleurs, qui donc, en fonction du contexte national ou géographique, quels étaient les clients
qui étaient visés par cette formation des architectes. Qui étaient les clients de cet enseignement architectural? C'était la profession. L'ordre des architectes was the profession to determine. Est-ce que la profession devait déterminer la nature de la formation? Est-ce que c'était du ressort de l'État? Ou est-ce que la formation des architectes visait les habitants des grands ensembles et les utilisateurs de cette architecture? Troisième question. Qu'est-ce que c'est qu'on a enseigné dans ces écoles d'architecture? Je suppose que la pédagogie comporte de nombreuses contradictions. On demande aux architectes d'avoir un apprentissage fondamental du design, de la conception. Il ne s'agit pas d'une compétence intellectuelle. Comment l'enseigner? Faut-il l'enseigner comme on enseigne la musique au conservatoire? S'agit-il d'une démarche itérative? Quel est le rôle de l'intellect dans cette formation? Position comme aux Beaux-Arts. Et sinon, alors quoi? Sociologie, participation, programmatisation, design methods. Est-ce qu'il s'agissait de conception, de design, de morphologie, de structure radicale, d'éléments gonflables? Est-ce qu'il y avait des idées empruntées aux uns et aux autres, de Buckmans à Fuller? Que fallait-il enseigner dans ces facultés d'architecture? Fallait-il construire une nouvelle histoire, une nouvelle théorie de l'architecture qui fut différente de l'histoire de l'architecture racontée par les historiens de l'art? Et en parallèle, quel serait le rôle de la recherche dans le domaine de l'architecture et comment est-ce que cette recherche allait alimenter la formation des architectes? Pouvait-on parler d'une science de l'architecture? Ce matin, j'étais frappé par la présentation de l'école d'architecture yougoslave qui défendait une approche scientifique avec l'accent sur différentes méthodologies. Est-ce qu'il s'agit de cette approche pédagogique? Et enfin, comment fallait-il communiquer ces idées? Ces idées. Qu'est-ce que c'était le rôle important des revues telles Architecte aujourd'hui, Casabella, AMC, Architectural Design? What was to be the roles of the various journals? Quel serait le rôle de ces différentes publications spécialisées? Ces magazines, ces publications étaient passées de main en main, lues avec beaucoup d'enthousiasme dans les bibliothèques. Et quel était le rôle de passeur dont Caroline a écrit des études? Et comment pouvait-on transférer l'expérience de la formation dans un contexte spécifique à un autre contexte spécifique? Comment est-ce que l'expérience aux États-Unis a pu transformer le débat en France? Dans un contexte britannique, on pourrait penser à Lionel March à Cambridge, qui passait du centre conjoint à Harvard et est passé ensuite à Cambridge, où vous avez le cas de Peter Cook, expert en autopromotion, et qui a pu lancer toute une série de spéculations. Dans la discussion des différentes présentations de cet après-midi, j'aimerais qu'on tienne compte de certaines de ces questions afin d'alimenter la discussion générale, discussion qui dépasse les études spécifiques qui nous seront présentées maintenant. Merci. Right. So, I am now
Je demande maintenant à Emilia Kieko de nous parler de l'enseignement de l'architecture en Pologne. Ladies and gentlemen. Mesdames et messieurs, bonjour. L'enseignement de l'architecture en Pologne, hormis les études dans le domaine du design intérieur, après la Deuxième Guerre mondiale, avait lieu uniquement au sein d'établissements techniques. Dans les années 60 et 70, l'architecture pouvait être étudiée au sein de différents établissements polytechniques à Varsovie, Cracovie, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Gdynia, Poznań et Łódź. La faculté d'architecture à l'établissement polytechnique de Varsovie, qui a été créée en 1915, a le plus grand nombre d'années à son actif. Par la suite, les facultés ont commencé à émerger, mais seulement après la Deuxième Guerre mondiale, et les premières ont été créées en 1945. Et les départements d'architecture des établissements polytechniques de Cracovie, Gdańsk et Wrocław faisait partie de ces facultés qui ont émergé après la Deuxième Guerre mondiale. Dans les autres villes que j'ai mentionnées à l'instant, les départements d'architecture, il s'agissait souvent de facultés d'architecture et de construction, eh bien, ces départements n'ont été créés que dans les années 70. Jusqu'au milieu des années 60, les études d'architecture en Pologne duraient 5,5 ans, soit 11 semestres. Et à la suite d'une refonte du cursus, la longueur de ces études a été limitée à 5 ans. Les 3 premières années d'études étaient des études d'introduction et plus générales. Les cours magistraux et les exercices réalisés au cours de ces années couvraient des matières telles que les mathématiques, la géométrie, le dessin à main levée, la sculpture, la peinture, la construction générale, la science des matériaux, les mécaniques structurelles, l'histoire de l'architecture, l'histoire de la planification urbaine, l'économie politique et la philosophie marxiste. Et bien entendu, les étudiants participaient également à des cours de design qui étaient essentiellement des exercices. Et il n'y avait que 1 à 2 heures de cours magistraux sur le design par semaine en fonction des universités, tandis qu'il y avait 2, 3, voire 4 heures par semaine dédiées à des cours sur d'autres matières telles que la géométrie descriptive ou les mathématiques. Les 4e et 5e années d'études étaient plus spécialisées, avec des matières plus strictement architecturales. Il y avait par exemple le design architectural et urbain, la planification rurale, la planification régionale, des cours magistraux sur l'organisation et l'économie de la construction, les estimations des coûts, préservation des monuments et droit de la construction. Et bien entendu, les cours de design architectural se poursuivaient et au cours de la deuxième moitié des années 60, des cours magistraux de sociologie ont été ajoutés et les étudiants en étaient ravis. Et il y avait aussi des cours de langues étrangères, russe, anglais, français ou allemand. Le dernier semestre d'études visait à mener à bien le projet pour le diplôme et permettait également l'organisation de séminaires et de cours de spécialisation. Après chaque année d'études, à l'exception de la dernière, les étudiants devaient mener à bien des pratiques obligatoires d'inventaire, dessin et construction. Les étudiants hommes avaient également une formation militaire et un camp militaire de quelques semaines. Et afin d'améliorer les qualifications professionnelles, les jeunes diplômés en architecture, après avoir réalisé un stage d'au moins 1 an, pouvaient participer à des études de 3e cycle de 2 ans, par exemple sur la planification urbaine, la conservation des monuments et la planification spatiale. Suite à quoi, souvent, les étudiants voyageaient à l'étranger, à la fois dans les pays socialistes et occidentaux, par exemple, pour s'exercer dans des ateliers de design à l'étranger. Et par ailleurs, les enseignants aussi entreprenaient des voyages à l'étranger pour enseigner et mener leurs activités de recherche. Les enseignants universitaires et les étudiants venaient également de l'étranger, qui venaient donc dans les universités polonaises, par exemple, en provenance d'Angleterre, de Hollande, d'Allemagne de l'Est ou de l'Ouest, et des pays socialistes, bien sûr. Il y a eu un grand nombre d'étudiants du Moyen-Orient, Irak, Égypte. C'était assez spécifique à l'enseignement de l'architecture en Pologne, en particulier dans les années 70. Ça, c'était un élément d'échange plus large dans le domaine de l'architecture, réalisé en Pologne dans des conditions typiques de la guerre froide. Les architectes polonais ont souvent reçu des contrats pour travailler au Moyen-Orient, y compris en Syrie.
Le programme d'études que je viens de vous présenter variait. Pour ce qui est des détails, cela en fonction des enseignants et des établissements polytechniques. Il faut aussi ajouter que dans les années 70, avec la popularisation des techniques informatiques, et sachant que cela pourrait être un outil extrêmement utile pour le design architectural et urbain, les étudiants en architecture ont eu également des cours d'introduction sur les sciences informatiques et la programmation. Dans les années 70, on s'est efforcé d'unifier l'enseignement à l'échelle nationale, même si ça n'a pas été fait complètement, et ça seulement sur les 2 premières années d'études. Cette décennie s'est également accompagnée de nouveautés, avec des sujets spécialisés que pouvaient choisir les étudiants en fonction de la thématique de leur mémoire ou de leur thèse. C'était le cas, par exemple, dans l'établissement polytechnique de Varsovie, la faculté d'architecture. Il s'agissait par exemple de l'architecture des installations de santé, l'architecture industrielle, les logements. Jusqu'en 1970, les facultés d'architecture en Pologne, ainsi que d'autres facultés d'universités polonaises et d'établissements polytechniques, comprenaient des unités relativement indépendantes. Ces chaires ou départements étaient dirigés par des professeurs aux côtés desquels travaillaient des maîtres de conférences et assistants. Et la réorganisation de la structure d'enseignement a été réalisée en 1970. C'était là une conséquence politique de la contestation estudiantine de mars 68 qui a aboli les chaires et a établi des unités plus larges ou des instituts. Les chaires étaient thématiques. Par exemple, au milieu des années 60, le département d'architecture de l'établissement polytechnique de Cracovie comprenait les chaires suivantes: dessin et sculpture, histoire de l'architecture et de l'art, histoire de l'architecture polonaise, bâtiments sociaux résidentiels, design des bâtiments industriels, design paysager, bâtiments ruraux et peuplements ruraux, planification spatiale, construction. Et bien entendu, le nombre et les thèmes de ces chaires différaient en fonction des établissements et des fonctions des enseignants locaux et de leur spécialisation. Les professeurs, généralement, donnaient des cours magistraux et supervisaient les exercices des étudiants. Et à un échelon plus bas, le personnel scientifique jouait aussi un rôle important pour l'enseignement d'architecture, surtout lorsqu'il s'agissait d'enseigner le design architectural. C'était souvent les assistants qui remplaçaient les professeurs, corrigeaient les projets des étudiants pendant les exercices. Et par ailleurs, le système de chaires a permis en fait l'enseignement autonome de jeunes architectes. Dans la chaire du design paysager, qui a été dirigée pendant de nombreuses années par Vladimir Grodzisky, les étudiants pouvaient apprendre essentiellement les questions de l'architecture du futur qui intéressaient particulièrement ce professeur. Ainsi, dans les cours et les projets pour le diplôme, il concevait des éléments de la conception architecturale futuriste de la ville ruban des communications conjuguées créée par Kruszynski. Ou également des mégastructures de loisirs pour les montatras. Il convient de dire toutefois que c'était là probablement l'exemple le plus extrême d'individualisme dans l'enseignement de l'architecture. Pour ce qui est des problèmes auxquels faisaient face les enseignants, à l'exception des cas où les universitaires étaient des architectes praticiens déjà bien connus et reconnus sur le plan professionnel, une grande partie des associés de recherche, surtout ceux qui devenaient des assistants dans les départements immédiatement après avoir terminé leurs études ou même avant d'être diplômés, eh bien ces personnes n'avaient pas de contact avec le design véritablement parce qu'ils n'avaient pas eu la possibilité de travailler dans des ateliers de design. Et on en est arrivé à cette situation bizarre où les praticiens futurs de l'architecture étaient en fait suivaient des cours prodigués par des théoriciens. Cette brève présentation de l'enseignement de l'architecture en Pologne dans les années 60 et 70
70 coïncide à de nombreux égards, sans doute, avec l'enseignement d'architecture dans d'autres pays à l'époque. Les étudiants d'autres pays, y compris les pays de l'Ouest, se plaignaient sans doute tout autant que leurs homologues polonais d'avoir beaucoup trop de travail lié à la création des projets de cours, les exercices de dessin, de peinture, le fait qu'ils avaient trop de choses à apprendre pour les examens. Mais les problèmes que rencontraient les étudiants polonais étaient, je pense, plus nombreux et assez inimaginables, je dirais, par exemple, pour des étudiants français. Alors, un des problèmes qu'ils rencontraient dans la mise en œuvre de projets, par exemple, c'était le fait qu'ils n'avaient pas le bon matériel pour le dessin, par exemple des cartons Bristol ou des rapidographes. Mais la question du cursus était beaucoup plus importante et préoccupante pour les étudiants. Je l'ai dit plus tôt, le nombre d'heures de cours sur le design architectural était très limité de l'avis des étudiants eux-mêmes. En fait, les connaissances qui leur étaient ainsi imparties étaient assez aléatoires. Et les plaintes avaient trait au fait que le cursus ne répondait pas aux besoins de l'époque. Les informations prodiguées pendant les cours magistraux étaient de nature historique. On ne parlait pas beaucoup de l'architecture moderne. Et par ailleurs, des programmes de matières secondaires comme les mathématiques ou la physique n'étaient pas adaptés à la spécificité de l'enseignement de l'architecture. Mais le problème le plus grave perçu par les étudiants d'architecture en Pologne, c'était le fait que cet enseignement ne les préparait pas aux conditions dans lesquelles ils allaient devoir travailler plus tard. Et surtout, un grand nombre de diplômés d'architecture travaillaient par la suite dans l'administration sans aucun contact réel avec le design, car leurs activités professionnelles se limitaient à l'émission d'approbation ou de rejet de documents de conception présentés par les bureaux d'études. Et en l'occurrence, ils se plaignaient du fait que dans les programmes d'études, on mettait trop peu l'accent sur le droit de la construction et on mettait trop l'accent sur l'enseignement du design de villes pour 1 million d'habitants, etc. Les diplômés d'architecture qui étaient envoyés pour travailler dans les bureaux d'études architecturaux urbains n'étaient pas mieux lotis. Tout d'abord, ils ne se sentaient pas prêts pour travailler dans un bureau bureaucratique avec plusieurs personnes parce qu'ils n'avaient jamais eu la possibilité de s'exercer dans ce cadre précédemment. Et par ailleurs, et c'est très important, souvent, alors qu'ils travaillaient dans ce type de bureau, ils devaient abandonner pratiquement entièrement leurs ambitions professionnelles. Ce type de bureau n'était pas orienté sur la créativité architecturale. Il ne s'agissait pas de concevoir des bâtiments plus ou moins originaux ou des complexes urbains, mais il s'agissait de produire une documentation architecturale. Cela devait servir de base pour les contractants, les constructeurs, c'est-à-dire des sociétés de construction appartenant à l'État, qui souhaitaient simplement avoir les bâtiments les plus simples et les plus standards. En prenant conscience du fait que dans leurs activités professionnelles futures, ils ne pourraient pas démontrer leur talent véritablement créatif et devraient en fait se soumettre à la réalité absurde de la construction, surtout du logement, dans la Pologne socialiste, eh bien ça a eu une incidence significative sur le processus de l'enseignement de l'architecture et en particulier du design architectural. L'impossibilité de pouvoir réaliser leur pleine créativité dans des projets architecturaux dont les versions initiales étaient toujours appauvries et limitées dans le processus de construction, c'est ce qui était à l'origine du fait que l'intérêt des étudiants et des enseignants s'est porté davantage sur l'élaboration de cours et de projets, de modèles pour le diplôme, qui étaient souvent extrêmement détaillés, sophistiqués, et on disait effectivement qu'ils étaient extrêmement élaborés.
Le fait d'avoir une conception très artistique de sa maquette, de son dessin, c'était un objectif en tant que tel et une vraie démonstration du talent créatif de ces jeunes architectes. Et l'incapacité à se réaliser sur le plan de la créativité dans son travail professionnel, c'est ce qui explique aussi un autre phénomène lié à l'enseignement de l'architecture. C'est-à-dire qu'un grand nombre ont décidé de poursuivre leurs études au niveau du doctorat. Andrzej Masista, qui a étudié ce problème, a constaté que dans la Pologne communiste, les architectes avaient créé environ 1000 thèses doctorales et postdoctorales et en parallèle, le nombre donc de PhD, ce doctorat obtenu à l'époque, était de 50% supérieur au nombre estimé d'universitaires enseignant l'architecture. Donc, le travail sur ces thèses, consacrées à différentes thématiques de l'histoire de l'architecture jusqu'à la méthodologie du design, était souvent traité par les architectes comme un moyen de réaliser leurs ambitions professionnelles. Obtenir des titres scientifiques, ça avait également probablement un certain prestige du fait des opportunités limitées de carrière pour ces architectes. Il convient de noter également que des sujets de dissertation très intéressants, surtout dans les années 60, ce qui suscitait beaucoup d'intérêt parmi les architectes, c'était l'architecture du futur, l'architecture futuriste, et donc des projets de la tendance très populaire à l'époque des mégastructures, bien que, peut-être d'ailleurs parce que les mégastructures sont devenues populaires, surtout dans l'Occident riche. Et donc, ça suscitait beaucoup d'intérêt, surtout parmi les jeunes architectes. Et cet intérêt était considéré d'un œil favorable par les facultés d'architecture, ce qui explique le grand nombre de projets de mégastructures parmi les activités réalisées pendant les cours ou pour le diplôme par les étudiants d'architecture en Pologne, même s'il est difficile d'évaluer quel en est le nombre exact, car en fait, peu de projets de cours de cette période ont survécu. Quelques-uns seulement ont été reproduits dans le magazine d'architecture officiel Architectura et son supplément étudiant Vicus. Alors, je viens d'évoquer simplement quelques-uns des problèmes les plus importants de l'enseignement de l'architecture en Pologne communiste dans les années 60 et 70, mais il faut également souligner le problème qui a trait à la façon dont l'idéologie socialiste a influencé le modèle d'enseignement pour les architectes. Il semble que la différence de l'ère du réalisme socialiste dans les années 60 et 70 n'a pas eu une importance fondamentale. Les étudiants devaient effectivement suivre des cours de philosophie marxiste ou d'économie politique socialiste, mais on ne constate pas de tentative d'instiller en eux un modèle d'architecture socialiste. Je pense que ce modèle n'a jamais émergé en dépit du concept émergent de modernisme socialiste qui s'est produit également dans l'historiographie de l'architecture en Pologne après 1945. Merci. Le département d'architecture à l'Université technologique d'Helsinki a été occupé par les étudiants en avril 1969 pendant une courte période. Pourquoi? Que recherchaient ces jeunes? Quelle éducation recherchaient-ils? Quel type d'architecture voulaient-ils créer? Qu'est-ce qui était l'objet de leur opposition? Des influences responsables de cette occupation venaient de Paris et des États-Unis, mais qu'est-ce qu'il y avait de spécifique à la Finlande? Nous avions une frontière de 1000 kilomètres avec l'Union soviétique. C'était une situation géopolitique plutôt inhabituelle.
D'abord, un peu de contexte. Qu'est-ce qu'il y avait en Finlande dans les années 60, vers la fin des années 60? Il y a eu des changements importants au cours des années 60. Le pays est devenu de plus en plus industriel, plus urbanisé et plus riche. Une grande partie de ceux qui sont nés vers 1945-50 étaient devenus adultes et commençaient leurs études. Le parti des social-démocrates est venu au pouvoir en 1966 et a lancé des réformes sociales. Il y avait la réforme du système scolaire, le lancement du système de crédit aux étudiants et la semaine de travail de 5 jours. Grâce au crédit accordé aux étudiants, il y avait des étudiants de toutes les couches socio-économiques. Mais une chose qui n'a jamais changé, c'est que l'administration des universités, là, il n'y a pas eu de réforme. La jeune génération est devenue de plus en plus visible dans le contexte culturel et dans la société en général. Il y avait la pilule qui a aidé la libération sexuelle. On a pu obtenir des boissons alcoolisées de plus facile. Et la mode aussi était l'expression de ce nouvel esprit très jeune, très libre. Tout le monde pouvait se permettre d'offrir ces nouvelles tenues. C'était une tenue très démocratique avec beaucoup de couleurs. C'était la génération de la couleur. Et les jeunes voulaient se rebeller contre les valeurs conservatrices, patriotiques de la génération qui avait vécu la guerre. C'était la génération de leurs parents. Alors, le fossé entre les générations existe également dans l'architecture. Dans ces découpes de Reima Pietilä, on voit 3 générations avec des idées différentes en matière d'architecture. Vous avez les aînés, sans doute Alvar Aalto, le personnage qu'on voit ici. Cette génération n'a pas besoin de théorie parce qu'elle conçoit de vrais bâtiments. Il y a Pietilä au milieu qui attache beaucoup d'importance à la théorie et la jeune génération qui s'intéresse aux ordinateurs, qui rêve des ordinateurs. Alors, il y avait ces différences énormes entre les générations dans le domaine de l'architecture aussi. Beaucoup d'architectes, dont de nombreux étaient enseignants, se servaient de formes très simples, de couleurs très simples. C'était vers la fin des années 60, au début des années 70. Leur inspiration venait de différentes sources. Il y avait Le Corbusier, Mies van der Rohe, les États-Unis, la côte ouest des États-Unis et le Japon. Le travail des étudiants de 1966 montre cet intérêt pour les formes très simples, pour la modularité et des structures simples. Vous voyez que le travail à gauche est sans doute le travail des étudiants en première année et à droite, vous avez le niveau maîtrise au master. Les architectes s'étaient installés dans les nouveaux bâtiments conçus par Alvar Aalto en 1964. C'était le campus de l'université en dehors du centre-ville, à une bonne distance de sécurité. La faculté de l'architecture avait des murs en briques et une cour avec des panneaux en marbre blanc. L'architecture d'Aalto à l'université de Helsinki, qui fait partie de notre patrimoine aujourd'hui, était une architecture raffinée et compliquée. Aalto voulait créer un esprit d'apprentissage, un esprit scolaire ou universitaire sobre pour cette faculté d'architecture. Mais les étudiants, en 1960, ne s'intéressaient pas à cet aspect sobre. Ils voulaient une architecture plus brutale. Là, cette exposition présente le travail de Le Corbusier qui a été une inspiration pour les enseignants et les étudiants. La formation des architectes était décidée par un conseil des professeurs dont beaucoup avaient leur propre bureau qui était à leurs yeux plus important que l'enseignement proprement dit. Les étudiants en architecture n'étaient pas satisfaits
l'enseignement des années 60. En 1965, ils ont établi des contacts avec des étudiants à Berkeley aux États-Unis et ils ont demandé à leur faculté en Finlande de comparer la situation. Et la réponse de Berkeley, c'était « Mais nous n'avons pas le temps de répondre à vos questions parce que nous passons tout notre temps à manifester contre la guerre au Vietnam. » Les étudiants en architecture avaient créé des cercles d'études en parallèle, cela au milieu des années 60, et invité des intervenants à s'exprimer. Il y avait beaucoup de critiques du système des professeurs qui répétaient tout le temps la même chose, qui faisaient des cours magistraux et qui laissaient pas beaucoup de temps à la discussion. Vers 1968, les étudiants en architecture se sont joints à une démarche plus large qui englobait toutes les universités de Finlande. Ils ont demandé les droits de vote, le droit de s'exprimer sur les questions administratives qui concernaient l'université et demandé une voix égale pour tous. L'occupation de la vieille l'ancienne maison des étudiants a eu lieu en octobre 68. C'était des étudiants de l'université d'Helsinki. Et évidemment, cette occupation était influencée par des actions similaires en France et aux États-Unis. C'était la révolution pour l'université ou la mort, leur mot d'ordre. Alors, on voit ici Kirmo Mikkola, qui était rédacteur en chef de la revue d'architecture finlandaise. Il a commencé à publier aussi le travail des étudiants. Et en regardant ces publications, on peut se demander si cette jeune génération avait sa propre esthétique. Il y avait également des bandes dessinées et des œuvres d'Opar et de Popar. Et cette influence se voyait dans les présentations graphiques des étudiants. Il y avait également des idées structuralistes. On voyait qu'il y avait plusieurs fonctions très souples et des thèmes de non-architecture. Souvent, les étudiants cherchaient des éléments ou des idées utopiques. Vous le voyez ici avec cette clinique mobile. Et il y a également le centre multifonctionnel où vous avez une église, un planétarium, une salle de concert et un théâtre. C'est une salle polyvalente, très souple. Dans la même revue, là, vous voyez le travail du groupe britannique Archigram, qui était une source d'inspiration pour les étudiants. Archigram voulait une anti-architecture sans inhibition et un ethos, une éthique sociale sans inhibition. Il y avait par exemple ce centre d'abattage des rennes, centre mobile pour aider les personnes, les communautés en Laponie. Les étudiants s'opposaient à l'architecture prétentieuse et monumentale qu'on voyait et d'autres constructions de haute culture et s'opposaient aux églises de formes bizarres, mettaient l'accent sur le style de Le Corbusier ou de Mies van der Rohe et on voyait cette influence. On voyait des manifestes de type collage, l'opposition aux valeurs bourgeoises et on voyait les premières personnes nues publiées dans la revue d'architecture finlandaise. Mikkola a demandé aux étudiants et aux rédacteurs de préparer un numéro spécial de la revue 8 consacré à la formation des architectes. On a vu que cette formation avait besoin d'une critique marxiste et on a proposé que l'Association finlandaise des architectes devait se joindre au syndicat des ouvriers dans le bâtiment. Pour citer un des étudiants, il disait que l'éducation de base était tellement merdique qu'on se demandait pourquoi les gens acceptaient
astuce de la présentation prétentieuse. Le vocabulaire de ces articles sur l'éducation comportait des termes tels que global, égalité, démocratique, endoctrinement commercial, bourgeois, groupe de travail et task force. Il n'est guère étonnant que le nombre d'abonnés à la revue a chuté de manière sensible après la publication de ce numéro spécial. Quel était donc le sens de l'architecture d'Aalto pour les étudiants qui faisaient leurs études dans ces bâtiments? Ils ont fait leurs études dans ces créations architecturales sans parler de son architecture. Il y avait la Finlandia Hall qui, aux yeux des étudiants, était une architecture prétentieuse. Mais on n'en discutait jamais de cette architecture d'Aalto. De temps en temps, pour des cérémonies, on voyait Aalto. Et ici, on le voit en 1972, il faisait un discours devant les étudiants. Mais pour eux, il était là. Et il était un monument, et en plus, il était très âgé, ou il semblait très âgé. Vers la fin des années 60, un groupe de jeunes enseignants au département d'architecture, dont Nicolas faisait partie, ont remis en question le système administratif et le programme d'études. Ils ont participé à des réunions de grande échelle pour modifier toute la législation qui s'appliquait à l'administration des universités. Ils ont réclamé, autrement dit, une voie pour tous. Les étudiants en architecture radicalisés ont décidé, lors d'une réunion menée au département, qu'ils allaient prendre en charge à la fois l'administration et l'enseignement. Mais le conseil d'administration du département a continué, malgré cette opposition, à assurer son fonctionnement traditionnel. En mars 1969, les étudiants ont occupé la faculté après une réunion, un rassemblement en fin de soirée. Ils ont mis le drapeau rouge à l'entrée de la faculté. L'occupation de courte durée s'est inspirée de l'esprit du mouvement de contre-culture aux États-Unis. Il y avait de la musique de guitare, des discours de militants, des films pornographiques non-stop, des striptease. Il y avait même 2 étudiants hommes habillés en latex avec une lumière stroboscopique qui ont fait leur spectacle de striptease. Ces manifestations ont eu lieu dans l'auditoire créé par Aalto et le slogan, le mot d'ordre, c'était « Nous n'allons faire des constructions que sur les ruines du capitalisme ». On a coupé le chauffage et la manifestation s'est arrêtée après 48 heures. C'était sans doute parce qu'il faisait trop froid. Peu de temps après, vers la fin du mois d'avril 1969, certains de ces jeunes radicalisés ont lâché un porc qu'ils avaient pris pour défendre leur cause. Ils avaient écrit sur le flanc du porc SAFA, le nom de l'association des architectes finlandaises. Malheureusement, le porc s'est enrhumé et les étudiants ont dû payer le porc qu'ils avaient emprunté à un éleveur. Les relations entre l'association des architectes et des étudiants étaient loin d'être chaleureuses pendant beaucoup de temps après cet incident. Mais on a réussi à approuver un nouveau programme d'études en collaboration avec certains des professeurs après cette occupation et après avoir organisé une série de consultations. Là, vous voyez le nouveau programme d'études et certaines des matières traditionnelles ou des activités traditionnelles. Vous voyez l'architecture traditionnelle, le dessin, mais on a rajouté des matières différentes. Il y avait la sociologie et plus tard on a rajouté la méthodologie. La plupart de ces matières étaient facultatives, sauf pour le premier semestre de la première année. Il fallait apprendre les principes
principes de base de l'architecture. Ça, c'était obligatoire pour tous les étudiants en début d'études. Parmi les idées de la réforme, il y avait l'ambition de réduire les études. Les études étaient de 7 ans et on voulait les raccourcir pour les achever en 6 ans. Mais la plupart maintenant, ou après, ont fait leurs études sur une période de 8 ans. C'est parce que la plupart des étudiants étaient déjà en activité, mais 8 ans, c'est beaucoup. Moi, j'ai commencé à faire mes études peu de temps après ce renouvellement du programme. Bon, c'était plutôt chaotique, on n'a pas appris grand-chose. Si on a appris quelque chose, c'était grâce aux stages dans les bureaux d'études des architectes. Depuis cette date-là, nous avons vu beaucoup de renouvellements, 69, 72, 78. Là, vous voyez un dessin par un des professeurs à la fac. Et on a vu de nouvelles réformes, mais on n'a jamais réussi à atteindre l'objectif d'avoir une voie pour tous pour l'administration de l'université. Là, vous voyez que les panneaux de marbre de la cour d'Aalto ont été peints et on a eu du mal à les nettoyer après. Tout le monde sait que dès que le marbre a une couche de peinture, qu'il absorbe comme le sucre. Alors, il a fallu beaucoup de temps avant qu'on commence à discuter d'Aalto et de son architecture. On ne l'a fait qu'après son décès. Que peut-on dire aujourd'hui de cette occupation de la faculté d'architecture? Que s'est-il passé? On peut dire que la radicalisation de la vie culturelle des années 60 était d'abord des aspirations libérales et sociales. Il y avait un intérêt qui portait sur l'échelle internationale. Il y avait l'influence des autres pays, et notamment de la France et des États-Unis. Et l'activité politique des étudiants au début des années 70 était de plus en plus marxiste. Il y avait des groupes d'études marxistes et on avait des échanges avec des étudiants à Moscou. Et ces échanges ont continué jusqu'aux années 80. L'activité politique des étudiants, bon, là, vous voyez les groupes très marxistes, le 1er mai, et c'est marqué sur leur banderole « Vive le Parti communiste de l'Union soviétique ». Je crois qu'ils étaient plutôt innocents, et il faut savoir que l'Union soviétique finançait certains de ces groupes politiques étudiants et estudiantines. Il y avait la chanson engagée qui était un mouvement très fort et la musique était une vraie source d'inspiration. Il y avait des tournées en Allemagne de l'Est. Dans les années 80, l'ambiance évoluait et les étudiants ne s'intéressaient plus à la politique. On peut se poser la question de savoir quel est l'héritage, le patrimoine de cette révolution estudiantine. Je crois qu'il y avait un intérêt qu'on portait pour savoir ce que faisait le peuple ordinaire. Et il y avait l'idée de la responsabilité collective ou d'un esprit collectif. On pourrait dire que ce sont des aspects positifs de cette époque. Mais ceux qui ont participé à cette révolution, ils pensent aujourd'hui avec beaucoup de joie et apprécient l'énergie de ces années 68.